LATMP, Oui, bon, CNSST, ça les aussi, accidentés ça du a subi travail, toute une réforme quand même, là. oui, oui. Puis je dirais que les dernières modifications qui sont entrées en vigueur le 6 octobre dernier, là, moi, ce que j'ai noté, c'est que au niveau de la CNESST, la loi permet à la CNESST d'avoir beaucoup plus d'outils pour favoriser ou même forcer la réintégration du travailleur chez son ancien employeur. On sent là C'est qu'on bien a ou voulu pas donner bien, à... ça, des fois, là? Oui, ben c'est sûr que les employeurs des accidentés, ils n'en veulent pas, on ne se le cachera pas, là. Engager des gens qui ont été blessés, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est des GI de 22 ans, diplômés du cégep ou de l'université, qui ne chargent pas trop cher, qui va se présenter à Anytime, puis qui va lever des chevaux. Alors, c'est ça qu'ils veulent, les employeurs. Alors, des accidentés qui prennent des pilules, qui ont été opérés, vieillissants, 45, 50, 60 ans, ça ne les intéresse pas. Alors, que la loi permette à la CNSST d'insister auprès de l'employeur pour prendre des accidentés, c'est une bonne chose. Mais une fois qu'il est réintégré, le travailleur, ça ne veut pas dire que ça va être bien facile pour lui, Non. parce que si l'employeur n'est pas trop ouvert à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire un congédiement éventuel, ça veut dire une modification, abolition de poste. Alors, il va falloir être vigilant par rapport à ça, parce que la CNSST peut maintenant obliger l'employeur à reprendre le travailleur, puis l'employeur doit expliquer pourquoi il ne le reprend pas si jamais ça ne l'intéresse pas. Fait que ça veut dire qu'il va y avoir des implications, des oppositions, à mon avis, beaucoup plus marquées de la part des patrons. Il va falloir être vigilant du côté des travailleurs quand il y a des réintégrations pour être sûr de ne pas se faire avoir à long terme, là. Effectivement. Un autre point positif de la modification de la loi, moi, je trouve que c'est les réclamations tardives. Oui, Maintenant, on peut faire des réclamations tardives là, au niveau s'il y a un décès ou quoi que ce soit, ce qui n'était pas possible avant, le fameux 6 mois. Maintenant, on peut le faire en tout temps. C'est juste qu'il y a une difficulté par rapport à la rétroactivité. Mais j'ai le goût de vous dire que c'est pas mal mieux que rien du tout. oui, c'est vrai, tout à fait, puis c'est une bonne chose. Maintenant, retenons que malgré tous les délais dans la loi sur les accidents du travail, sont susceptibles d'être prorogés, allongés, pour permettre que l'indemnité soit reconnue. Alors, les questions de délai ont toujours été problématiques, Oui, mais peu importe le délai, dans la loi pour les accidentés du travail, il y a toujours moyen d'expliquer sa conduite en présentant ce qu'on appelle un motif raisonnable. Alors, ça veut dire, j'étais en dépression, mon avocat n'a pas fait sa job, je ne connaissais pas ça, je ne pensais pas que c'était comme ça, mon médecin n'était pas sûr de mon problème, alors diagnostic, c'est ça a ça. retardé. Alors, si vous avez une bonne raison, adressez-vous à la commission d'abord et ensuite au tribunal administratif, parce que si les enjeux sont importants, si c'est une incapacité à long terme, un décès, une blessure majeure, ben, même si vous êtes en dehors du délai de 6 mois, faites quand même votre demande, puis essayez de voir de quelle façon vous pourriez expliquer votre conduite. Si vous n'avez pas été négligent, si vous n'avez pas renoncé à vos droits, ben, vous avez des chances parce que le motif raisonnable, c'est un critère qui est quand même assez large, assez ouvert et le tribunal en général est assez ouvert à accepter un motif raisonnable. Les tribunaux supérieurs, cours d'appel, cours supérieurs, ont rendu des jugements importants depuis 10 ans qui ont permis à plusieurs accidentés d'être acceptés, même s'ils étaient hors délai. Moi, je le dis tout le temps, quand tu as une décision négative, conteste-la tout de même, même si c'est hors délai, parce que des fois, plus tard, en négociation, c'est cette décision-là qui va te servir d'outil de négociation pour avoir d'autres choses en échange. Ou des fois, il y a des dossiers que j'avais une contestation qui était hors délai, puis c'est avec celle-là qu'on a réussi à tirer notre épingle du jeu dans le dossier. Donc, contester. Et les délais de Oui. contestation en CSST, on les répète, 30 jours. Et après ça va Mm-hmm. à la révision administrative. Là, j'ai le goût de vous dire une opinion personnelle. Dans la modification de loi, je ne sais pas pourquoi la révision administrative n'a pas été abolie. Ben, moi, ça fait longtemps que je le demande. Même quand j'étais ministre de la Justice, j'avais présenté un projet de loi qui abolissait toutes les révisions administratives dans tous les organismes, parce que je trouve que ce sont des pièges. Ça penche toujours du même bord, comme la tour de Pise. Dans à peu près 90 le reviseur donne raison à son employeur, parce qu'il n'est pas juge, hein, il est employé du même organisme. Et les gens se découragent. Souvent, le deuxième refus a un effet sur la motivation de la victime. Il dit, ben, ça fait 2 fois que je me fais dire non, ça veut dire que je dois avoir tort. Tu sais. Exactement. Puis Puis ils Alors que ça, savent c'est même pas pas qu'ils ça. peuvent contester à nouveau. Justement, après la révision, c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là que tu vas t'adresser à un quorum vraiment indépendant et Mhm. impartial. Puis c'est à ce moment-là que tu as beaucoup plus de chances d'être écouté. Alors, non, c'est le tribunal administratif, que ce soit pour les accidentés du travail ou de la route ou les victimes de criminels, c'est une chance qu'on les a.
parce que c'est vraiment là que ça se passe. C'est là qu'on peut faire entendre des témoins. C'est là qu'on est entendu par des juges qualifiés, indépendants. Et c'est pas, si ça ne marche pas auprès de l'organisme, découragez-vous pas. Ben, moi, je trouve que à la CNSST, la raison, d'autant plus que la DRA devrait être abolie, c'est parce que de toute façon, il y a un employeur ou un travailleur qui va finir par contester. Donc, c'est clair qu'il va quand même avoir un appel quelque part, là. Puis, on sait que la DRA n'a pas la capacité non plus de changer une décision qui est suite à un bureau d'évaluation médicale. Donc, imaginez tous les frais qu'on pourrait sauver là et qu'on pourrait réinvestir dans un autre aspect qui n'a pas du tout été abordé du tout, le barème. Le fameux barème de dommages corporels qui date de 1985 là, sur les séquelles. Non, il a été modifié en 99, je pense. 87. 87, c'est ça. 1er octobre 87, puis les séquelles permanentes en accident de travail, ben c'est des pinottes. Il n'y a presque rien là-dedans. C'est presque une insulte. Oui. Une entorse lombaire à 1500$ quand tu as 60 ans, là, c'est comme 2,2 de la PIP. Un point dans le front, là. Ben, c'est ça, 2 Alors, même si tu as une gravité 4, une classe 4, tu ne peux pas lever 2 livres, puis tu es invalide, tu as 2 1500$, les gens sont insultés. Mais encore là, c'est ce que je vous disais tantôt, on a des barèmes qui varient d'une loi à l'autre. Une main, ça ne vaut pas la même chose à CSST, à la SAC, à IVAC. Alors, on est... malheureusement, il faudrait harmoniser ça. On devrait avoir un seul barème au Québec qui se dit, ben, une main, ça vaut tant, puis une tête, ça vaut tant, puis un œil, ça vaut tant. Mais le gouvernement n'est pas là. Il tire dans toutes les directions. Chaque ministre a son petit organisme. Chaque organisme est content, puis est jaloux de sa petite chapelle. Tout le monde gère ça sans égard à la globalité et à la logique, malheureusement. Mais c'est un vœu, l'harmonisation, c'est un vœu que j'ai toujours vécu, que j'ai toujours alimenté. J'espère qu'un jour, on l'aura, puis ça va simplifier en même temps l'administration des systèmes, puis simplifier la compréhension qu'en ont les principaux bénéficiaires. Puis qu'est-ce que vous pensez des modifications en ce qui concerne l'annexe des maladies professionnelles? Là, on a rajouté cancer chez les pompiers, on a ajouté stress post-traumatique, c'est déjà un plus, mais je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment d'avancement en ce qui concerne toutes les séquelles orthopédiques et aussi par rapport à l'amiante. Ça, c'est des dossiers que j'affectionne particulièrement. On en fait quand même beaucoup ici au bureau. Puis finalement, la présomption n'a pas été changée. Fait qu'honnêtement, la présomption dans certains dossiers, même si le diagnostic est inclus dans l'annexe de maladies professionnelles, elle ne sert pas à grand-chose. Bien, il y a plus de cas qui sont acceptés, mais retenons que toutes les maladies professionnelles le sont a priori. C'est juste qu'il y a une présomption. C'est plus facile dans un certain nombre de dossiers pour certaines maladies parce qu'on est présumé être atteint de la maladie si on a vécu telle ou telle activité de travail. Oui, mais dès qu'une contestation, là, la présomption n'est plus d'aide. Là. Exactement. Alors, le fardeau de preuve est important, puis prouver qu'on a été blessé au travail en lien avec une activité, c'est compliqué. Il faut faire la preuve de l'activité sur 35-40 ans. Ça prend des études épidémiologiques, ça prend des études de travail souvent qu'on n'a pas. Souvent, les usines sont fermées. Oui. On se retrouve avec 4-5 employeurs de l'autre bord parce que chaque employeur a intérêt dans le litige. Si les employeurs sont encore en force, en fonctionnement, on risque d'avoir une opposition massive au niveau du tribunal. Alors, c'est vrai que les maladies professionnelles, c'est compliqué, puis ça prend des bonnes épaules. Au niveau orthopédique, surtout, donc c'est un travailleur de la construction là, qui développe une douleur sournoise à l'épaule tranquillement, pas vite. C'est très difficile de faire passer ça, une maladie professionnelle. Alors, s'il arrive un événement, je suis en train de rentrer un clou ou quoi que ce soit, là, on se blesse, ça, pas de souci. Mais à partir du moment où il y a de la dégénérescence sur une articulation, c'est un calvaire. Oui, exactement. Puis souvent, les preuves se font à partir d'une expertise. Moi, ce que je fais, c'est faire une expertise ergo pour que l'ergo puisse bien déterminer l'emploi, quelles sont les tâches, les fréquences, les durées, les pressions, les articulations qui sont sollicitées. Après ça, je soumets ça à un orthopédiste qui va dire, bien, à partir de la description que j'ai et de la blessure, il y a une relation. Mais souvent, la faiblesse est au niveau de la preuve de l'emploi et de ses exigences. C'est là qu'on a des problèmes. Oui, mais les frais, j'ai travaillé fort toute ma vie, j'ai mal aux épaules. Là. Mais les frais que vous venez de nommer, c'est de combien? Pardon? Les frais pour faire tout ça, une expertise en ergo plus une expertise en orthopédie? Ergo, c'est à peu près 2 000, 2 500, puis ortho, c'est à peu près 3 000. Moi, je pense qu'il y a un 5 à 6 000 à mettre en frais d'expertise dans tous les cas de maladies professionnelles,
de type musculo-squelettique, c'est par ce moyen-là que je passe dans tous les cas. Dans les cas de CNSST, contrairement à la SAC, même si on a gain de cause, il n'y a pas de remboursement, même en partiel d'expertise. Ça aurait peut-être pu être une autre modification, comme la prolongation des indemnités après 68 ans, Exactement. qui n'est pas le cas, même suite à la nouvelle loi. Donc, il y a encore du travail à faire, c'est clair. Là. Mais pourquoi la modification, en tout cas, justement, c'est un bon point, Alexandre, c'est le dernier point que j'avais mis sur ma note pour la CNSST. Pourquoi les indemnités, vous pensez, ne sont pas ou ne seront pas, à moins de qu'est-ce que ça change, là, dépasser le 68 ans? Là? Moi, je pense que c'est une question financière. Il y avait des surplus à la SAC. Les employeurs financent le régime d'assurance d'accident de travail. Les employeurs sont, on le sait, le Conseil du patronat, c'est puissant. C'est un lobby constant dans le cabinet du ministre du Travail. Ils ne veulent pas payer, ils sont écœurés. Eux autres, ils ne se responsabilisent pas, les employeurs, par rapport au système, par rapport aux accidents. Ils sont convaincus que les accidentés ne veulent pas travailler et qu'ils aiment ça être sur le système. Alors, ils ne veulent pas payer. Et quand le ministre va cogner à la porte des employeurs pour dire, ben là, on va augmenter les cotisations, mais ça crie, parce que ça crie en permanence pour baisser les cotisations, donc baisser les indemnités. Déjà, le saut du salaire maximum qui est rendu à 88 000 là, ça a sauté. Là, l'augmentation importante là, sur le maximum de la base salariale. Oui, c'est ça. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de politique derrière ça. Il y a de la politique derrière toutes les lois. Et la raison pour laquelle on n'a pas bougé sur le 68 ans pour les victimes d'accidents de travail, ce qui est une injustice majeure, surtout à la lumière de ce qu'on a donné aux accidentés de la route, qui sont dans la même condition, qui sont du même âge. Mais je pense qu'il y a une question de financement derrière ça. Puis le ministre n'a pas le courage politique de dire aux employeurs, mais ça va coûter plus cher parce qu'il va falloir soutenir les accidentés vieillissants après 68 ans. Et à mon avis, la réponse, elle est là.